Mesdames et messieurs, bonjour. Just un petit commentaire. The text of the presentation is going to be in English just to make it more easy for the German-speaking colleagues, but I'm going to present it in English. Anyway, voilà. Le titre de ma présentation, c'est la modélisation de comportement de flouage dans la roche et dans le béton et l'importance de cette modélisation. Pour atteindre cet objectif, moi j'ai choisi en fait un cas d'étude qui est en fait le tunnel de Fréjus. Donc on va commencer par une petite descriptif de ce projet, de ce contexte, et puis après on va parler en fait de problématiques liées à cet ouvrage qui ont fait la convergence importante mesurée en fait dans la section, et puis on parle un peu de manière par laquelle on peut modéliser en fait le comportement du flouage dans le massif rocheux. Et on va regarder un peu l'importance de la modélisation, de la même modélisation dans le béton. Et puis on regarde un peu quelques résultats de cette présentation. Et si j'ai le temps encore, on va voir en fait l'impact des facteurs environnementaux sur les résultats de convergence. Et puis après, on va finir avec quelques commentaires et conclusions. Notre cas d'étude, c'est le tunnel de Fréjus. Peut-être vous connaissez ce tunnel. C'est un axe majeur transalpine entre la France et l'Italie. C'est un tunnel routier avec la longueur en fait à peu près 13 km. C'est l'un des tunnels routiers la plus longue en fait dans le monde aujourd'hui. Le tunnel principal, ce qu'on voit ici dans cette image à droite, il a été creusé en fait dans les années 70 à l'explosif, par le minage, qui était vraiment en fait la technologie de l'époque pour faire ce genre d'excavation. Et puis, comme la plupart en fait, des ouvrages souterrains en Europe, après en fait, la directive européenne sur la sécurité des ouvrages souterrains, ils ont décidé de creuser en fait, une galerie de sécurité en parallèle de cet ouvrage à distance à peu près de 50 mètres, ce que vous voyez ici à gauche. La galerie de sécurité a été excavée par tunnelier, et puis le travail en fait, d'excavation, ils ont fini en fait en 2014. Entre en fait, les deux ouvrages, comme vous le voyez ici, il y a des bypass pour faire la liaison à une distance à peu près en fait, de 400 mètres. Quel était le problème? Le problème était connu dès le début. C'est que voilà, ce tunnel il a été excavé dans une roche qui était vraiment susceptible aux déformations différées, de type de flouage, de déplacement secondaire. Même lors de creusement de tunnels, on a observé en fait des convergences assez importantes. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont installé en fait la mesure de convergence qu'on voit ici à gauche pendant la construction de tunnels. Quelle est vraiment l'origine de ces convergences? Je pense qu'il n'y a personne qui le sait, mais normalement on parle en fait de la structure géologique de la roche. C'est une schiste alpine, très connue voilà, pour ce comportement avec la foliation, ce genre de choses. Et puis, mais ce qui est évident, c'est que voilà, les caractéristiques, les paramètres de ces matériaux, le comportement de ce matériau, ce n'est pas isotrope, c'est fortement orthotrope. Ici, je vous ai mis un petit tableau qui vient en fait de rapport géologique de l'époque, avec les caractéristiques pour les différentes en fait, formations de roches. La formation principale, c'est le dernier, c'est calciste, en fait lustré. Et comme vous le voyez ici, pour en fait tous les paramètres, on a toujours en fait deux paramètres différents dans le sens perpendiculaire au plan de foliation ou en fait en parallèle au plan de foliation. Donc, comme je l'ai dit, dès le début, on savait qu'il y a un problème de déformation avec cette roche. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Pendant le creusement, on a observé en fait, l'entreprise qui a réalisé le projet, l'ingénieur, ils ont observé en fait les convergences. Et puis, ce qu'on voit ici à gauche, on a en fait deux diagrammes. En haut, ça montre en fait la couverture le long du tunnel. Et puis en bas, on a la convergence mesurée après un mois de passage de front de taille par rapport en fait à la section de mesure. Moi, j'ai mis ça juste pour deux choses. La première chose, c'est que voilà, la couverture, c'est assez importante. On a la couverture jusqu'à en fait 1500 mètres, qui donne en fait les contraintes initiales très importantes au niveau d'excavation. Mais deuxième chose, c'est la grandeur des convergences juste un mois après le creusement.
Et puis, on a en fait 40 cm de convergence dans certaines zones. Ce qui est important ici, c'est que voilà, la tendance de convergence, il ne suit pas vraiment en fait la forme de couverture. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que voilà, la convergence, c'est quelque chose qui vient directement des contraintes in situ ou ce genre de choses. Peut-être en fait, c'est impacté par les choses un peu locales, schistosité, foliation, buckling de roches, ce genre de choses. Deuxième diagramme, ce sont en fait les mesures de convergence après la pose du revêtement. Puisque quand on voulait mettre en fait le revêtement, ils ont démoli en fait les mesures, la première campagne, et puis ils ont installé en fait le deuxième. Et puis encore ce qu'on voit, c'est que même avec la pose du revêtement, on a des valeurs de convergence qui sont encore assez élevées, jusqu'à 2 cm. Et puis deuxième, c'est un peu l'impact du creusement de la galerie de sécurité qui est creusée en fait en 2013. On a en fait la courbe, les lignes bleues, ça montre en fait les derniers résultats de convergence avant le creusement de la galerie, et puis le reste, ce sont les mesures après. Et l'augmentation, c'est assez apparent. Donc ça montre que voilà, avec le creusement de la galerie, on a engendré encore plus de déformations sur l'ouvrage existant. Quel est le risque de cette déformation excessive sur contrainte de notre revêtement? Encore, si on regarde en fait la forme du revêtement, le revêtement, ce n'est pas une section fermée. On n'a pas de radier pour cet ouvrage. Donc, sous on fait l'effet de convergence sur le plan horizontal, ce que j'ai mis ici avec la flèche verte, c'est normal de dire que voilà, au niveau de voûte, on a un moment de flexion qui est important. On a des déformations centimétriques. Avec l'épaisseur, ça va donner en fait des efforts assez importants. Donc ça crée en fait la compression à l'intrados. On peut bien imaginer qu'à l'extrados, il y a des tractions. Mais ce qu'on voit sur l'ouvrage, ici j'ai mis en fait 2 photos, à cause de cette compression, on a en fait quelques écaillements dans le revêtement, qui montrent que voilà, on a vraiment une surcontrainte en compression au niveau de voûte. Deuxième risque, c'est la mise en charge de la dalle de ventilation. Donc, avec la convergence, ça va mettre en compression en fait, cette dalle, donc ça augmente en fait le risque d'avoir en fait une instabilité élastique de type de flambage, de ce genre de choses. Et puis troisième, c'est le soulèvement de la chaussée. Parce que la convergence, le flouage, la déformation, c'est dans tous les sens. Donc le composant, ça donne en fait, ça donne en fait un soulèvement en fait au niveau de chaussée. Et puis sachant qu'on est ici dans ce tunnel, la gabarit, on a vraiment limité, on a des limites assez importantes. Dans l'historique de projet, ils ont dû en fait raser 3 fois, je pense que voilà, la chaussée pour qu'ils puissent un peu compenser en fait l'effet de flouage. Mais tout ce qu'on a vu jusqu'ici, ce sont en fait les problématiques connues pour cet ouvrage. Même, comme je l'ai dit, même après en fait les travaux, ils savaient qu'il voilà, y a un problème de convergence avec ce tunnel. Donc, avec en fait les méthodes observationnelles, monitoring, auscultation, instrumentation, voilà, l'ingénieur et aussi en fait le client, le propriétaire de l'ouvrage, ils avaient essayé en fait vraiment de monitorer en fait le comportement de ce lining. Mais le problème pour lequel nous on était mandatés, impliqués en fait dans ce projet, c'était avec en fait le creusement de la galerie de sécurité. Comme je vous ai dit, après la réalisation de la galerie de sécurité, ce qu'on voit ici à gauche, on avait une augmentation au niveau de convergence. Encore, tout est sous contrôle. Pas de problème. Avec monitoring, on peut continuer. Mais quand ils voulaient commencer, en fait, l'entreprise, ils avaient commencé, en fait, de creuser, en fait, le bypass, justement, au 3 du bypass 3, qui est, en fait, vraiment le sujet de cette présentation, ils ont vu que, voilà, quand ils arrivaient, en fait, à une distance de quelques mètres de parement de tunnels existants, il y avait des endommagements sous, en fait, le lining, à cause des sous-contraintes sous en fait le béton de revêtement. Les endommagements étaient un peu surfaciques de type décaillement, qui montraient encore en fait une surcontrainte en compression, mais c'était vraiment inquiétant pour le maître d'ouvrage. Imaginez que voilà, c'est un tunnel. La première chose, c'est l'importance de ce tunnel. Voilà, donc on ne peut pas vraiment arrêter de ce tunnel. Le trafic, c'est énorme. Et puis donc même en fait la moindre instabilité, même la moindre en fait bloc du béton qui tombe en fait sur la chaussée, ça peut créer en fait une catastrophe. Donc, et puis ça, c'était en fait le moment dans lequel nous on était un peu impliqués dans ce projet pour dire que voilà, s'il y avait un doux, pourquoi on a ce problème, quel est l'impact, quel est en fait l'état de sécurité de ce lining aujourd'hui et quel est en fait
l'état de sécurité de cet ouvrage dans le futur. Comme je vous ai dit, on avait pas mal d'informations. Voilà, c'est un ouvrage qui était vraiment lourdement instrumenté en fait dans son historique. Donc, on a beaucoup d'informations par rapport en fait à la convergence, même quelques mesures de juge de contrainte de type verre-implant, tomographie, géoradar, juste pour voir qu'est-ce qui se passe dans le revêtement. Donc, ce qu'on a proposé, c'est de faire en fait des modèles numériques, parce que le modèle, ça, c'est en fait la seule manière qui peut nous donner en fait l'information par rapport en fait l'état de contrainte dans le revêtement. Avec la convergence, ce qu'on mesure, c'est la déformation. Nous, on a besoin de quelque chose qui nous dit que voilà, quel est vraiment en fait le niveau de contrainte dans ce revêtement. Et nous, on savait que voilà, il y a 3 facteurs majeurs à prendre en compte dans cette modélisation. Première chose, la cause de cette déformation, qui est en fait le comportement de flouage du massif. Quelque chose qui est capable de produire en fait des déplacements différés dans le modèle. Et puis deuxième, c'est le même comportement dans béton. Ça, c'est en fait le sujet qu'on va voir en fait dans quelques minutes. Et puis la dernière, quelque chose qui nous aide de modéliser l'endommagement de matériaux, le type de fissuration, un modèle de comportement qui est bien adapté à la structure interne en fait de béton. À ça s'ajoute en fait la complexité de la géométrie, parce que nous, on savait que voilà, si la question, c'est le flouage, il faut que un modèle puisse produire en fait l'état de contrainte dans le massif de manière correcte. Et dans un massif, en fait, l'état de contrainte, ça dépend de la géométrie. Donc, il faut être complètement fidèle à la géométrie de l'ouvrage. Et puis, c'est la raison pour laquelle, dans ce modèle, c'est un exemple de modèle, nous, on a fait en fait plusieurs modèles, mais pour différentes sections de projet. Mais dans ce modèle qui concerne en fait la zone de bypass 3, nous, on a modélisé presque toutes les excavations. Comme vous voyez ici, on a beaucoup d'excavations. La roche, il est vraiment fortement excavée. En plus, ça, c'est en fait le tunnel de base. Et puis ça, c'est en fait le galerie de sécurité. Ça, c'est en fait le bypass dont je parle. En plus de ça, on a le rameau d'accès. On a l'excavation pour la centrale de ventilation. Donc, voilà, tout ça, il fallait bien modéliser pour qu'on puisse dire que voilà, le modèle, ça représente en fait la réalité. Et avant que je continue avec en fait le calage de modèle, validation, ce genre de choses, je suis obligé d'aller un peu en fait dans la théorie. Je sais que voilà, peut-être ce n'est pas très intéressant pour vous, mais voilà, restez avec moi juste une minute et puis je finis ça dès que je peux. Comment on modélise dans la réalité en fait le flouage, dans la pratique d'ingénieur, je dirais, dans la modélisation numérique. Pour Estatic, qui est vraiment en fait 99% de cas de notre métier, l'équation de base c'est simple, c'est la loi Hooke. Hein. Mais ça donne qu'on fait de la déformation instantanée. Si on a le problème des déformations différées, il faut ajouter un autre terme, qui est en fait le terme de viscosité, et puis qui donne en fait, c'est un peu comme l'histoire de damping dans un modèle dynamique, mais on a différents types d'éléments visqueux dans la littérature. On a en fait 2 formes de base. La première, c'est l'élément Maxwell, dans laquelle on met la raideur et l'amortisseur en série. Et puis l'autre, c'est l'élément Kelvin, où on met en fait ces deux-là en parallèle. Quel est l'impact? C'est sur la réponse de votre système à la charge appliquée. Dans un élément Maxwell, si je mets en fait une charge instantanée, ça me donne en fait une déformation instantanée, et puis après, il y a l'évolution de déplacement qui est à peu près linéaire, et puis si je décharge, ça revient encore de manière instantanée, et puis après, dans l'élément Kelvin, c'est pas comme ça, et puis cette fois-ci, si je mets la charge, voilà, elle est instantanée. Si je mets la charge, je ne vois pas vraiment cette phase, mais ce que je vois, c'est une augmentation un peu progressive en fait, des déplacements, et puis quand je décharge, c'est la même chose. Dans la littérature, je dirais, on a une centaine en fait, de modèles de flouage qui sont les combinaisons en fait, de ce modèle, comme on fait le modèle de Burgers, là où on met en fait un élément Maxwell en série avec un élément Kelvin, etc., etc. Et puis dans chaque logiciel, ici j'ai mis en fait quelques exemples en fait, de logiciels.
Dans FLAC, par exemple, on a en fait l'élément Maxwell, on a en fait presque en fait tous les autres en fait combinaisons qu'on a aujourd'hui en fait un peu dans la pratique. Ici, nous, on a fait avec en fait notre logiciel en fait ZSILE, que je pense que voilà vous connaissez tous. Dans ZSILE, la base c'est l'élément Kelvin. Quelle est en fait la conséquence? C'est ça, c'est que voilà, si je regarde en fait l'équation de base, voilà, bien évidemment, f c'est quelque chose qui change avec le temps, mais si je simplifie les choses, si je considère un f constant, je peux calculer en fait, c'est une équation différentielle, ça me donne en fait la x en fonction de t, déformation en fonction du temps. Et puis je vois que là j'ai une première part qui est la déformation instantanée, j'ai une deuxième part qui est en fait la déformation, ce n'est pas instantané, c'est la déformation statique. J'ai une deuxième part qui change avec le t, et finalement, ça c'est en fait la forme de diagramme que j'obtiens avec en fait cette loi de comportement. Une augmentation, et puis après, se stabilise. Pourquoi? Parce que à temps infini, le résultat s'approche à la valeur statique. Est-ce qu'avec ce modèle, on peut modéliser, c'est-à-dire avec un modèle sur la base d'éléments Kelvin, avec ce type de déformation, est-ce qu'on peut modéliser, par exemple, ce qu'on voit dans cet ouvrage? Ça dépend en fait de mesures de convergence. Donc pour le choix des, ça c'est en fait la première chose dans ce genre de modélisation, pour le choix des lois de comportement, parce que les lois de comportement, ils sont tous empiriques. Le choix, ça dépend en fait de notre observation. Et puis, ce qu'on a vu dans cet ouvrage, ce qu'on voit ici en noir, ils ont fait des mesures de convergence lors de creusement de tunnel. Ça, c'est important dans cette présentation, lors de creusement de tunnel, avant la pose du revêtement. D'accord? Et puis là, on voit que voilà, on voit la première branche, mais sur la deuxième branche, ils ne se stabilisent pas. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment avec ce qu'on voit avec on fait l'élément Kelvin. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans un logiciel comme ZSILE? C'est que voilà, toujours, on peut se baser en fait sur la forme de base. C'est-à-dire, on fait déformation totale, c'est déformation élastique plus déformation creep, déformation de flouage. Et on peut généraliser les choses de manière que, voilà, on représente ça par une fonction du temps générale, Ct. Mais comment ça c'est possible? Comment on peut passer d'une forme exponentielle à une forme générale? Ça vient un peu de mathématiques. Toujours, c'est possible de faire une approximation d'une fonction du temps par rapport au fait d'une série des fonctions exponentielles. C'est un peu comme la série Fourier ou voilà, la série Taylor, ce genre de choses. Et finalement, dans le logiciel, on a une série en fait des éléments, des fonctions CT, des fonctions de flouage. On a le choix d'une fonction exponentielle de type puissance, du type hyperbolique, du type logarithme. Et le choix, ça dépend de encore ce qu'on observe. Si on veut rester avec exponentielle, c'est pas bon parce que avec exponentielle, on voit toujours en fait le comportement de stabilisation après. C'est-à-dire, voilà, il se stabilise et puis finalement, ça devient asymptote. Et avec puissance, on voit qu'en fait, cette première montée, donc c'est pas possible de faire deuxième. Hyperbolique, c'est un peu comme exponentielle. Et puis, mais la forme qui nous donne en fait une forme un peu similaire à ce qu'on observe, c'est plutôt en fait logarithme. Et puis là, donc c'est pour ça que voilà, on prend en fait cette loi de flouage pour notre modélisation. Mais dans cette fonction, on a deux paramètres. On a deux paramètres A et B qui doivent être calés. Comment on cale les paramètres? Avec, on fait la mesure de convergence. Encore, la mesure de convergence lors du creusement de tunnel, avant la pose du revêtement. Avec, on fait certaines méthodes d'optimisation, on peut trouver en fait la valeur A et B en fonction en fait de notre choix de données. Là, par exemple, on a en fait la courbe rouge, ça c'est en fait le résultat de modèle calé pour avec la convergence maximale observée. On a notre courbe vert qui est calée en fait pour la valeur moyenne de convergence. Donc c'est toujours possible sur la base de choix de données d'entrée, trouver en fait la valeur de A et B. L'autre chose, c'est que flouage, c'est en fait la notion du temps dans flouage, c'est le temps réel. Ce n'est pas comme calcul statique. Dans le calcul statique, temps, c'est fictif, c'est juste étape d'excavation. Ici, c'est un peu comme le calcul dynamique. Avec une différence, c'est que voilà, quand on fait un calcul séisme, normalement, la durée de modélisation, c'est quelques secondes. Mais pour flouage,
il faut modéliser vraiment toute la durée de vie en fait de l'ouvrage. Dès l'accroissement jusqu'à aujourd'hui aussi, il faut continuer en fait le résultat parce que ce qu'on cherche, c'est le comportement à long terme. C'est pas, voilà. Donc, ça, c'est juste pour dire que voilà, ce sont vraiment en fait des types de modélisation qui sont assez chers au niveau de temps de calcul. Sachant que voilà, le modèle c'est 3D, on a aussi en fait l'histoire de voilà, plasticity, ce genre de choses. Donc, voilà, ce sont les modèles qui prennent en fait voilà, plusieurs jours, des fois une semaine, plus qu'une semaine, pour qu'on puisse avoir en fait le résultat. En plus, à ça s'ajoute le calage, parce que pour trouver en fait les paramètres A et B, il faut refaire le calcul. Bon, validation. Donc, on a calé le modèle. Maintenant, c'est le temps de valider le modèle. Comment on valide le modèle? J'ai dit que voilà, on cale les paramètres A et B avec la mesure de convergence lors de creusement. Et puis après, on laisse le modèle tourner. On modélise la mise en place de revêtement, la période d'attente entre la première excavation et la deuxième excavation. On modélise aussi l'excavation de la galerie de sécurité. Et finalement, on regarde qu'est-ce que ça donne le modèle comme les convergences. Et ce qu'on voit, c'est que voilà, ça donne les résultats qui sont assez proches de mesure. Là, ce qu'on voit ici, avant, les noirs, ce sont aussi en fait les mesures de convergence et les colorés, ce sont en fait les résultats de modèle. On voit que voilà, le modèle est capable de donner en fait les mesures de convergence avant et après le creusement de la galerie de sécurité et aussi en fait le jump qu'on voit ici à cause de ça. Donc comme ça, on peut dire que voilà, le modèle il est validé parce qu'il est capable de prédire les résultats de ce qu'on observe dans la réalité. Mais ce qui nous intéresse, c'est la contrainte dans le béton. Ça, c'est en fait le paramètre qui nous donne information par rapport en fait, à la santé de ce revêtement. Et pour ça, c'est en fait le moment là on voit en fait l'importance de la prise en compte de flouage pour béton. La première résultat que je mets ici, ça c'est en fait le modèle calé, mais avec un comportement élastoplastique pour le béton, sans part de viscosité, sans part de flouage. Qu'est-ce que je vois? Les contraintes très élevées, de l'ordre de 30. C'est normal parce qu'on a des convergences voilà, très importantes, donc ça donne quelque chose d'important. Mais si j'ajoute en fait la part de plastification, la part de viscosité, la part de flouage, ça réduit vachement en fait les contraintes. Maintenant, je vois quelque chose comme 8 mégapascales. Et justement, pour cette section, on a demandé en fait de faire en fait l'essai par verre implant. Et puis on voit que voilà, avec les verres implants, ça donne les mêmes valeurs de contraintes. Et comme vous voyez ici, on a bien modélisé en fait la forme du revêtement, parce que c'est creusé par le minage, donc la forme c'est pas régulier. Et puis la même chose pour la problématique pour laquelle on était appliqué dans ce projet, pour la zone de bypass. Voilà, le modèle sans flouage pour le béton, ça donne en fait des contraintes très élevées. Mais quand on ajoute en fait la part de flouage pour le béton, on voit que voilà, ça donne quelque chose assez comparable aux observations. Les contraintes se sont vraiment limitées à la zone d'excavation, à la zone de bypass, donc voilà. Et puis l'autre résultat, c'est que voilà, l'entreprise qui a réalisé le projet, c'est un projet français, je pense que vous connaissez un peu le cadre contractuel en France, ça c'est en fait l'entreprise qui fait en fait conception et réalisation. L'entreprise qui a réalisé le projet, quand ils ont vu en fait le problème de lining, ils ont proposé de réaliser en fait une portique. Ça, c'est pas vraiment en fait la meilleure chose. Hein. Mais après, quand ils ont démoli en fait le parement, il y avait en fait des fissures sur le portique. Et puis encore, ça, c'est quelque chose qu'on voit très clairement sur le modèle. Et puis nous, on a utilisé le modèle juste pour dire que voilà, jusqu'à quand ce portique, ça tient en fait ses charges. Et puis pour ça, nous, on a utilisé le modèle. Encore, ce qu'on voit ici, c'est que voilà, on a la courbe interaction Mn de portique. C'est un cadre béton armé avec en fait la valeur de Mn qui augmente dans le temps. Et finalement, on voit que voilà, dans l'année X, voilà, ça touche en fait la courbe et ça, c'est en fait la forme de durée de vie de ce portique. Et puis, dernière chose, c'est l'effet environnemental. Ça me reste que 30 minutes. Toujours dans les mesures de convergence, on voit en fait la fluctuation. Et normalement, vous pouvez bien imaginer que voilà, un maître d'ouvrage qui est déjà un peu traumatisé avec ce qui se passe pour son revêtement, il est un peu sensible avec toute cette fluctuation en fait, de mesures. Et puis, ce qu'on a fait, c'est que voilà, on a utilisé le modèle, cette fois-ci un modèle thermomécanique, juste pour dire que voilà, ça vient d'où cette fluctuation.
Et puis on a regardé un peu la variation de la température dans le tunnel, et puis avec ça, voilà, on peut estimer en fait la part de déformation, de convergence qui vient de l'effet de température, de la variation T et de la variation d'humidité. Et puis ce qu'on voit ici, ça fait la mesure de convergence sur la corde inférieure, supérieure, et puis la verte, c'est la moyenne. Et on voit que voilà, quelque chose comme 2 mm, si on voit des fluctuations de l'ordre de 2 mm, il n'a rien à voir à l'histoire de mécanique convergente de flouage. C'est juste l'effet de la température. Donc, il faut oublier tout ce type de fluctuation, voilà, millimétrique, 2 mm jusqu'à 2-3 mm sur le résultat. Donc, voilà, j'ai pu finir en fait dans le temps. Conclusion, première chose, avec en fait la mesure, il faut faire le modèle, voilà, donc pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe dans notre ouvrage. Et puis deuxième, l'effet positif du flouage de béton. Il faut pas vraiment, ou quand on a le problème de flouage convergence différé, il faut considérer, pour le cas du revêtement béton, il faut considérer aussi en fait le flouage dans le béton. C'est vraiment avantageux, c'est quelque chose, c'est relâchement de contrainte. C'est quelque chose qui réduit, qui nous permet en fait de dire que voilà, la contrainte, c'est voilà, c'est relâché, c'est voilà. Et puis finalement, l'effet environnemental. Et puis ça, c'est la fin. Merci beaucoup de votre attention.